Il est 14 heures. En attendant que les dernières personnes se connectent, tout d'abord, encore une fois, bienvenue pour ce premier webinaire Bioeconomy What's New in Science, organisé par le Carnot 3 Beccard et qui sera présenté donc par les chercheurs. Quelques petites règles de bonne pratique. Vous avez le module questions pour poser vos questions tout au long des présentations, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si les questions posées vous semblent intéressantes, pertinentes, vous pouvez les liker, donc n'hésitez pas. Ça permet aussi après de voir l'intérêt que vous avez pour ces questions. Voilà. Et donc, je vous propose de commencer ce webinaire par une rapide présentation donc, du Carnot pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le Carnot 3 Beccard. Donc, les Carnots, ce sont des labels qui sont décernés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est des réseaux de laboratoires et centres techniques qui sont reconnus au niveau international, non seulement pour leur qualité scientifique, mais également pour leur engagement dans la recherche partenariale. Et donc aujourd'hui en France, il y a 39 Carnots sur des thématiques extrêmement diverses. Et plus particulièrement, donc 5 Carnots sont portés par INRAE, donc autour des 5 grandes thématiques de cet institut, donc à savoir la production végétale avec Plant2Pro, la production animale avec France Futur Élevage, l'alimentation santé avec Caliment, l'eau et l'environnement avec le Carnot eau et environnement, et enfin tout ce qui est valorisation de la biomasse avec le Carnot 3 Beccard. Au-delà de ces 5 Carnots donc, portés par INRAE, il y a 2 autres Carnots qui travaillent dans le grand domaine de la bioéconomie. Donc, c'est Pollinat et AgriFood Transition. Donc, le Carnot 3 Beccard, donc c'est vraiment un support pour l'émergence de la bioéconomie en mettant en place tout ce qui est biotechnologie et tout ce qui est la chimie du végétal. Donc, on va travailler dans 5 grands champs d'experts, 3 grands domaines d'activité, donc ce sont les bioénergies, les biomolécules et les matériaux biosourcés, et dans 5 grands champs d'expertise, donc la production de biomasse, la fractionnement et la bioraffinerie, les syntons et la fonctionnalisation, la formulation et tout ce qui est bien sûr éco-conception. Donc sur la diapo suivante, vous voyez un petit peu que voilà, toutes les activités du Carnot 3 Beccard, on part bien de la production de la biomasse, qu'elle soit lignocellulosique, mais encore aussi tout ce qui est microalgues, éventuellement tout ce qui est forêt, et les plantes oléagineuses, et également tout ce qui est déchets et coproduits. Et le tout en mettant en œuvre donc, les biotechnologies et ou la chimie du végétal. Le tout dans un souci d'éco-conception et de développer des procédés éco-conçus. Et donc, on va pouvoir avoir des grands domaines que vous pouvez voir en dessous de la diapositive et que je ne vais pas forcément détailler ici. Le Carnot 3 Beccard, c'est 18 unités et centres techniques répartis sur toute la France et qui représentent à peu près un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en recherche partenariale. Et en termes de personnel, voilà, c'est environ 500 chercheurs et ingénieurs. C'est 632 publications de rang A dans l'année. Donc, comme je disais, c'est une excellence scientifique. Et voilà, des brevets, des familles de brevets que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et c'est 194 clients industriels avec qui on collabore autour de projets de recherche co-construits. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Claire Mouly et Étienne Sévrac donc, de notre unité Toulouse Biotechnology Institute, donc, qui se situe à Toulouse, et qui vont nous parler donc, de synthèse contrôlée des oligosaccharides et biosurfactants à partir du sucrose par l'ingénierie des enzymes bactériennes.
Vas-y, Florian. Ça y est. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Claire Moulis et à côté, il y a Étienne Séverac. Nous travaillons dans la même équipe de biocatalyse au TBI à Toulouse, qui est dirigée l'équipe par Magali Romo-Siméon. Et donc, nous allons directement rentrer dans le cœur de nos activités scientifiques. On n'a pas prévu de présentation du laboratoire parce qu'on rentre directement dans l'objectif, on va dire scientifique, de vous présenter ce que l'on fait en ce qui concerne l'ingénierie d'enzymes bactériennes qui utilisent le saccharose comme sucre, comme substrat pour la synthèse de différents composés, et on va l'axer aujourd'hui essentiellement sur la synthèse d'oligosaccharides et de glycoconjugués. Alors bien sûr, ces travaux s'inscrivent dans un contexte général, à savoir la valorisation des molécules sucrées, oligosaccharides, polysaccharides et glycoconjugués au sens général, qui ont diverses applications dans des secteurs industriels variés, que ce soit en agroalimentaire, en santé, pour des produits cosmétiques ou divers composés de chimie. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a une demande croissante en structures qui sont bien définies, d'une part pour mieux comprendre le rôle de la glycosylation dans les phénomènes biologiques, mais les industries pharmaceutiques, cosmétiques cherchent, ou agroalimentaires cherchent de plus en plus des oligosaccharides ou des glycoconjugués pour des propriétés bioactives. Et ces mêmes entreprises, ainsi que des entreprises de chimie, vont rechercher de plus en plus souvent des polysaccharides pour des propriétés texturantes ou des glycoconjugués comme des nouveaux surfactants, toutes ces molécules pouvant remplacer des produits d'origine pétrosourcée. Et bien sûr, nous pouvons extraire certains de ces composés directement des plantes ou des algues, les faire produire par des procédés microbiens, mais le développement de procédés de synthèse in vitro peut être également très intéressant. Et dans ce cadre, le développement de procédés à base d'enzymes et avec des enzymes spécialisées dans la synthèse des sucres peut être une nouvelle opportunité. Alors, dans ce cadre-là, on appelle les casymes toutes les enzymes qui sont impliquées dans la synthèse ou la dégradation ou la décoration des, on va dire, glycanes au sens large. On a tout d'abord les glycosyltransférases, qui sont des enzymes in vivo majoritairement impliquées dans la synthèse des sucres. Elles utilisent pour cela des sucres activés de type nucléotide sucre ou sucre phosphate. Et pour des développements de synthèse in vitro, ces substrats restent encore aujourd'hui peu disponibles et, on va dire, relativement coûteux. À côté de cela, on a une autre grande classe qui est la famille des glycosides hydrolases. Ces enzymes, elles, leurs substrats, ce sont des molécules naturelles et abondantes, des oligosaccharides ou des polysaccharides. Et on a également trois autres grandes classes dont je ne parlerai pas particulièrement aujourd'hui, à savoir les polysaccharides liases, les carbohydrates estérases ou les enzymes auxiliaires. En effet, en ce qui concerne la synthèse de sucre, on peut avoir une alternative intéressante dans la grande famille des glycosides hydrolases. Ce sont des enzymes qu'on appelle des transglycosylases. Alors ces enzymes, elles vont partager un mécanisme commun avec les glycosides hydrolases, notamment au cours de la réaction, la formation d'un intermédiaire covalent glycosylenzyme. Mais contrairement à des hydrolases vraies, le résidu glycosyle ne sera pas transféré sur des molécules d'eau dans un deuxième temps, mais plutôt sur d'autres molécules acceptrices, et ça en devient alors d'intéressants outils pour de la synthèse. Et c'est particulièrement vrai pour une famille d'enzymes qu'on étudie au laboratoire à Toulouse depuis un grand nombre d'années maintenant, qu'on appelle des alpha-transglucosylases, classées dans la famille 70 des glycosides hydrolases, pour ceux qui connaissent peut-être la base de données CASI. Alors, ces enzymes, elles vont utiliser donc comme substrat le saccharose, qui est un disaccharide d'unité glucosyle et de fructosyle. En fait, le saccharose, c'est notre sucre de table, extrait de la betterave ou de la canne à sucre, dont la production à l'échelle mondiale est stable et maîtrisée. Les enzymes qu'on étudie, elles sont produites par des bactéries lactiques, un certain type, qui vont utiliser ce substrat pour catalyser la synthèse de polymères d'unité glucosyle, qu'on appelle généralement des alpha-glucanes. Selon on va dire la souche microbienne utilisée et la spécificité de l'enzyme, on peut avoir différentes architectures. On y distingue notamment la grande famille des dextranes, qui sont des polysaccharides de glucose composés d'une majorité de liaisons alpha-1,6 dans la chaîne principale.
Il s'agit d'ailleurs du premier polymère d'origine microbienne à avoir eu des applications industrielles dès la fin des années 1940. On a également d'autres enzymes qui vont plutôt, elles, polymériser les unités glucosyles via des liaisons alpha-1,3. On appelle cela les mutanes. On a d'autres enzymes qui vont alterner des liaisons alpha-1,3 et alpha-1,6 dans la chaîne principale, qu'on appelle alternanes. Et enfin, une autre structure connue est également le rotérane, pour lequel on a dans la chaîne principale, pas de manière régulière, mais on va dire mixité de liaisons alpha-1,6 et alpha-1,4. Alors, ce sont des vrais enzymes dédiés à la synthèse, puisque les polysaccharides ont des masses molaires très importantes, entre généralement 10 puissance 5, voire 10 puissance 8 grammes par mol. Et les enzymes ont un turnover relativement bien efficace, de plusieurs centaines de secondes moins 1, et entre 80 et 95% des unités glucosyles issues du saccharose vont être utilisées pour la synthèse des polysaccharides. Alors, d'un point de vue mécanistique, brièvement, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces enzymes? Alors, on va avoir tout d'abord formation d'un intermédiaire covalent glucosyle-enzyme avec relargage du fructose issu du saccharose dans le milieu. Et ensuite, ce résidu glucosyle va être transféré sur différents types de molécules acceptrices. Dans les premiers temps de la réaction, on a essentiellement de l'eau présente dans le milieu et ces transferts peuvent avoir lieu sur de l'eau, libérant ainsi du glucose dans le milieu. Si le transfert a lieu sur une molécule de fructose, on peut avoir formation d'isomères du saccharose, comme le leucrose en majorité. Mais très rapidement, le glucose va devenir un meilleur accepteur et ainsi de suite, on va voir apparaître dans le milieu des gluco-oligosaccharides de taille croissante qui, au bout d'un moment, vont atteindre des tailles gigantesques pour former de très longs polymères. Cette réaction, qu'on appelle une réaction d'accepteur, en fait, il suffit pour avoir le transfert de l'unité glucosyle d'une molécule hydroxylée qui est bien reconnue dans le site actif de ces enzymes. Et ce que l'on sait depuis très longtemps, c'est que l'on peut aussi favoriser ce qu'on appelle des réactions d'accepteurs et de glucosylation de molécules exogènes qu'on rajoute dans le milieu dès le début de la réaction en plus du saccharose. Cela permet alors, en fonction des enzymes et de leur site actif, la glucosylation à façon d'autres molécules. Ça peut être des mono- ou oligosaccharides, voire même des molécules à glycone, et ainsi permettre la synthèse de glycoconjugués. Donc, on reviendra pas mal sur cette réaction d'accepteurs au cours de notre présentation, d'autant plus que nous avons pu identifier ces dernières années dans l'équipe des premières enzymes qui ont perdu la capacité à faire du polymère de glucose, mais qui sont uniquement dédiées à cette réaction d'accepteurs, particulièrement intéressante pour la synthèse d'oligosaccharides ou de glucoconjugués. Alors en fait, ces enzymes, on les utilise depuis un grand nombre d'années parce qu'il y a des applications industrielles qui ont été développées depuis maintenant plus de, on va dire, 60-80 ans. Les alpha-glucanes vont trouver des applications industrielles à la fois en fonction de leur structure et de leur taille. Les polymères les plus gros ont des applications essentiellement en agroalimentaire et en chimie pour des propriétés d'agents de texture, mais également pour l'élaboration de certains biomatériaux ou des supports de chromatographie. Enfin, le domaine majeur d'application concerne quand même des dextranes de masse molaire contrôlée, comprises entre 1 et 70 kg par mol, pour diverses applications, que ce soit pour des substituts de plasma ou de la préservation d'organes, des produits ophtalmologiques, l'élaboration de vaccins, des agents anticoagulants, etc. Dans l'industrie, ces molécules de masse molaire contrôlée pour les dextranes sont souvent obtenues par hydrolyse acide suivie de fractionnement avec des solvants, des polymères natifs de très haute masse molaire. Et ces procédés sont connus comme être relativement de faible rendement et puis relativement polluants. Enfin, on a une autre dernière gamme de produits qui ont des applications industrielles qui concernent cette fois-ci uniquement des oligosaccharides, essentiellement riches en liaisons alpha-1,2 et alpha-1,3, qui vont être utilisés comme prébiotiques pour stimuler les flores intestinales ou cutanées bénéfiques. Alors, cette famille d'enzymes, aujourd'hui, elles sont essentiellement produites par des bactéries lactiques des genres Leuconostoc, Streptocoque, Lactobacillus ou Vacella. Ce sont toujours des protéines de très haute masse molaire, entre 120 et 300 kg par mol environ, ce qui a limité pendant longtemps leur caractérisation d'un point de vue biochimique.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a encore qu'une petite soixantaine d'enzymes qui ont été caractérisées finement pour un bon nombre de séquences putatives dans les bases de données qui est bien supérieur. Et on a seulement 7 structures tridimensionnelles qui ont été résolues, qui révèlent d'ailleurs une structure assez originale avec un repliement en forme de U qui contient 5 domaines structuraux. Les domaines A et B, là en bleu et en vert, étant les domaines responsables de la catalyse, et un domaine 5, qui est le domaine en rouge, qui lui est connu depuis un grand nombre d'années pour avoir de l'affinité pour les chaînes de polymères au cours de la réaction. Alors, notre objectif dans l'équipe, ça va être de… Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire aussi que cette famille, elle était divisée en 3, on va dire, sous-groupes. On a une grande majorité des enzymes caractérisées qui utilisent donc le saccharose comme substrat, avec d'une part les enzymes qu'on appelle les glucanes sucrases, qui vont être essentiellement dédiées à la polymérisation des unités glucosyles et la synthèse des polymères de haute masse moléculaire. On a ensuite un sous-groupe qu'on a identifié récemment qui concerne des enzymes de branchement qui vont être donc dédiées uniquement à la glucosylation de molécules exogènes déjà présentes dans le milieu en plus du saccharose au début de la réaction. Et récemment, un autre sous-groupe d'enzymes a été identifié qu'on appelle des glucanotransférases. Alors, elles partagent des homologies structurales avec les sucrases, mais pourtant, elles sont uniquement actives sur des substrats amylacés. Et dans ce cadre, nos objectifs dans l'équipe, ça va être de chercher à comprendre les déterminants moléculaires de ces enzymes qui sont responsables de leur sélectivité de substrat, par exemple, ou de leur spécificité de liaison. Pourquoi certaines vont polymériser via l'addition de liaisons alpha-1,6, d'autres en alpha-1,3, etc. Et également les déterminants structuraux qui vont gouverner la taille des produits formés. Et tout cela dans un but de pouvoir ensuite faire à façon de l'ingénierie enzymatique, c'est-à-dire modifier la structure de ces enzymes, certains acides aminés sur certaines positions, de manière à développer des nouveaux outils catalytiques pour diversifier les panels de composés potentiellement produits à partir de saccharose. Alors pour cela, on va dire qu'on organise notre recherche selon 3 grands axes. D'une part, aller rechercher dans la biodiversité de nouvelles enzymes qui présenteraient des propriétés originales en termes de nature de produits formés. Ensuite, dans un deuxième temps, aller sélectionner certains candidats pour aller investiguer en détail les relations qui peuvent exister entre la structure de ces enzymes et leurs fonctions. Et toute cette connaissance, en fait, va nous permettre de guider au mieux nos travaux d'ingénierie. Et on a un troisième volet, ensuite, final, qui concerne à chercher à valoriser ces enzymes pour des applications industrielles, en explorant leur promiscuité de substrat ou en modifiant nos conditions réactionnelles, de manière à proposer des nouvelles voies de synthèse, soit pour de produits de taille, de structure contrôlée, ou faire ce qu'on appelle de la glucodiversification. Alors moi, je vais vous présenter certains des travaux qu'on a obtenus ces dernières années dans l'équipe selon les 2 premiers volets, et Étienne ensuite embrayera sur le dernier volet plus applicatif. Alors, en ce qui concerne l'exploration de la biodiversité, notre approche, elle est double. Parfois, nous allons faire du séquençage directement de génomes de bactéries lactiques d'intérêt parce que nous avons pu identifier que ces bactéries pouvaient produire certains glucanes originaux à partir de saccharose. Et sinon, eh bien, on réalise une veille assez régulière des séquences relarguées dans les bases de données publiques parce qu'on a maintenant une certaine expertise et la capacité d'identifier certains motifs structuraux qui nous paraissent relativement originaux. Alors, ces dernières années, par exemple, nous avons séquencé au laboratoire les génomes des souches de Leuconostoc citrium 1299 et 742, parce que c'était 2 bactéries qui étaient connues depuis les années 50 pour produire des dextranes très originaux, riches en liaisons alpha-1,2 et alpha-1,3, ce qui était plutôt rare. Et en séquençant ces génomes, nous avons pu identifier différents gènes d'alpha-transglucosylase putatifs, particulièrement originaux au niveau des séquences qu'ils présentaient. Et nous nous sommes intéressés dans un premier temps aux enzymes codées par les gènes BRSA et BRSB. Cela nous a permis de montrer que, in vivo, en fait, la synthèse des dextranes branchés originaux n'était pas due à une enzyme, mais à une cascade enzymatique, impliquant d'abord
une dextrane sucrase qui, à partir de saccharose, va donc polymériser les unités glucosyles via des liaisons alpha-1,6 et produire un polysaccharide linéaire. Et ensuite, une deuxième enzyme, BRSA dans la souche 1299, qui va décorer ce dextrane à partir à nouveau de saccharose et rajouter des unités glucosyles liées en alpha-1,2 sur le polysaccharide linéaire de départ. Dans la souche 742, c'est une autre enzyme, BRSB, qui, elle, va décorer les dextranes linéaires via l'addition d'unités glucosyles, cette fois-ci en liaison alpha-1,3. En caractérisant ces enzymes, nous nous sommes également rendus compte qu'elles avaient une efficacité catalytique remarquable. Et nous avons pu ensuite développer in vitro différentes conditions réactionnelles qui nous permettent de moduler le taux de branchement en liaison alpha-1,2 ou alpha-1,3 à façon sur des motifs dextrane linéaires de taille très variable. On peut utiliser au départ des oligosaccharides de taille petite, d'environ 1000 kilodaltons, et aller jusqu'à des polysaccharides de plusieurs millions de kilogrammes par mol. Et ainsi, en jouant sur la concentration initiale du saccharose et du dextrane accepteur, on peut moduler le taux de branchement en alpha-1,2 jusqu'à environ 37% et en alpha-1,3 par l'autre enzyme jusqu'à 50%. Dans la souche 1299, nous avons également identifié une autre enzyme particulièrement originale. Cette fois-ci, c'est une dextrane sucrase, donc une polymérase. Mais contrairement à toutes les autres enzymes connues jusqu'à présent, elle va uniquement être dédiée à la synthèse d'un petit polysaccharide de quelques dizaines de kilogrammes par mol, avec une polydispersité qui est très fine par rapport aux dextranes commerciaux connus jusqu'à présent. L'enzyme est également extrêmement efficace. Et une fois encore, en jouant sur les conditions réactionnelles, cette fois-ci sur la concentration initiale du saccharose qu'on utilise au début de la réaction et sur la température des synthèses, nous pouvons à façon moduler la taille des dextranes qui vont être produits entre 6 et 12 kg par mol. Enfin, dans un autre génome, cette fois-ci dans le génome d'une souche d'Eunococcus kitaharae, qui est on va dire, un organisme proche phylogénétiquement des autres bactéries lactiques, on a identifié une autre dextrane sucrase qui était particulièrement originale, extrêmement efficace aussi, avec un rendement en polymère de 90%, une efficacité catalytique d'environ 700 secondes moins 1. Mais cette fois-ci, le dextrane produit va être de taille gigantesque. On a dû utiliser des techniques de pointe avec des collègues du BIA à Nantes pour estimer sa masse molaire à 1 milliard de grammes par mol, avec encore une polydispersité qui est très fine. Et cette taille gigantesque confère aux polysaccharides également des propriétés rhéologiques très différentes des dextranes commerciaux et une très bonne viscosité. Enfin, par une analyse régulière des séquences qui sont présentes dans les bases de données, grâce à ces études, en fait, nous avons pu isoler et caractériser ces dernières années plus de 20 nouvelles enzymes. On dispose ainsi dans l'équipe d'une collection de dextranes sucrases qui vont produire des dextranes de masse molaire très contrastée. On a également enrichi notre collection d'enzymes de branchement à partir de la découverte de BRSA et BRSB. Et on a maintenant environ 8 enzymes de branchement qui sont des nouveaux outils de glucosylation dédiés à la glucosylation de molécules exogènes. Et très récemment, nous avons également identifié des premières polymérases que l'on a nommées oligosucrases, car en fait, ces enzymes vont naturellement s'arrêter au-delà de la polymérisation de 20 unités glucosyles. Et ce sont donc des enzymes intéressantes pour la synthèse directe à partir de saccharose d'oligosaccharides. Alors pour cela, on s'intéresse à certains motifs structuraux particulièrement originaux qu'on peut identifier notamment dans les sites actifs. Et ça nous a permis, par exemple, d'isoler une première oligoreutérane sucrase. Donc, elle permet de produire des oligosaccharides jusqu'à environ 20 unités glucosyles qui mixent des liaisons alpha-1,6 et alpha-1,4 dans la chaîne principale, directement à partir de saccharose. On a également identifié une enzyme qui va, elle, additionner les unités glucosyles via une alternance de liaisons alpha-1,6 et alpha-1,3 dans la chaîne. Et également une autre enzyme qui, elle, va être spécifique de la glucosylation uniquement par des liaisons alpha-1,3. Et encore de manière plus intéressante, nous nous sommes rendus compte que cette dernière enzyme pouvait reconnaître des motifs oligosaccharidiques différents et les rallonger et nous permettre de produire ce qu'on appelle des oligosaccharides à bloc
Par exemple, elle peut rallonger avec un motif mutane une série d'oligo-alternanes initialement présents dans le milieu ou même des oligodextranes. Alors, on reviendra sur ces nouveaux oligosaccharides originaux sur le troisième volet. Bien sûr, ces enzymes, en plus, comme elles ont des spécificités de liaison très différentes, toutes ces enzymes-là qu'on a découvertes ces dernières années sont d'intéressants candidats pour aller mieux comprendre les déterminants qui permettent soit pour des polymérases de gouverner la spécificité de liaison ou la taille des polymères qui vont être formés. Et on a également maintenant des enzymes uniquement dédiées à la décoration, à la glucosylation de molécules exogènes avec nos branchines sucrases. Donc, ces dernières années, on a essayé de mieux comprendre ces déterminants structuraux et ensuite guider des travaux d'ingénierie. Donc, sur quelques exemples, sur le premier volet, à savoir les polymérases, nous avons travaillé ces dernières années avec 3 modèles d'études. Nos 2 enzymes dextrane sucrase qu'on avait identifiées, qui produisent les dextranes soit les plus gros, soit les plus petits connus à ce jour directement à partir de saccharose, qu'on appelle DSROK ou DSRM. Mais également, nous avons cherché à comparer l'enzyme DSRM à une alternane sucrase parce que c'était 2 enzymes qui avaient un très fort pourcentage d'identité de séquence, alors que pourtant leur spécificité de liaison était toute différente. Alors, notre objectif, c'est d'obtenir la structure tridimensionnelle de ces enzymes, ce qui n'est pas facile, puisque je vous rappelle qu'elles sont de très très haute masse molaire. Et pour cela, nous avons souvent besoin de construire des modèles d'études à façon pour lesquels nous dégradons progressivement les extrémités N et C terminales. Alors, ces travaux ont été fructueux dans le cas de DSRM et de l'ASR, pour lesquels nous avons obtenu les structures tridimensionnelles, et notamment pour la première fois, nous avons réussi à avoir des complexes avec des oligosaccharides. Par exemple, DSRM, nous avons obtenu un mutant inactif en complexe directement avec le substrat dans le site actif, mais également un complexe dans le domaine B qui participe au domaine catalytique avec un oligosaccharide comprenant 4 unités glucosyles. Et enfin, nous avons aussi résolu une structure tridimensionnelle avec la plus grande part du domaine 5 résolu à ce jour. Là, c'est le grand domaine rouge, avec un oligosaccharide de 4 unités glucosyles en complexe. Pour l'alternane sucrase, ce repliement assez original, là, vous voyez, en forme de fer à cheval, a été confirmé. On a également obtenu des complexes avec un oligoalternane comprenant 5 unités glucosyles dans le domaine catalytique, le domaine A, et une multitude de complexes avec des oligosaccharides de structure et de taille variées dans ce fameux domaine 5. Alors, tous ces complexes obtenus dans le domaine 5 nous ont permis, en fait, d'identifier des motifs structuraux qu'on a appelés des poches à sucre, constitués d'environ 80 acides aminés, qui ont, quelles que soient les enzymes, mis en évidence le rôle majeur d'une tyrosine, d'une lysine et d'une glutamine, 3 acides aminés directement en interaction avec les oligosaccharides. Et on a supposé en fait que ces poches à sucre constituent des zones d'ancrage des chaînes en cours d'élongation ou pour leur décoration. Un retour aux analyses de séquences nous a alors ensuite permis de prédire l'existence d'autres poches à sucre dans ces fameux domaines 5, au nombre de 4 dans les structures de l'ASR et de DSRM, et pas moins de 7 poches à sucre putatives dans la séquence de la dextrane sucrase originale, DSROK, qui produit le dextrane de taille gigantesque. Et ainsi, en cherchant à comprendre le rôle de ces poches à sucre et en mutant notamment les acides aminés, les tyrosines impliquées dans des phénomènes de stacking pour l'interaction, l'accrochage des chaînes, cela nous a permis, par exemple, de créer des variants enzymatiques. En mutant, par exemple, 2 poches à sucre de DSROK, on peut complètement supprimer la synthèse du dextrane de taille gigantesque au profit uniquement de la synthèse d'un dextrane de 10 kg par mol directement à partir de saccharose. Et il s'agit d'un des dextranes cliniques ayant le plus d'applications d'un point de vue pharmaceutique. En ce qui concerne l'alternane saccharase, la résolution de la structure tridimensionnelle nous a permis de comprendre le mécanisme de l'alternance des liaisons alpha-1,6 et alpha-1,3 dans la chaîne principale, et ensuite de guider des travaux d'ingénierie qui nous ont permis de produire des nouveaux variants enzymatiques dédiés uniquement à la synthèse d'oligoalternane ou à la synthèse d'oligodextrane riches en liaisons alpha-1,6. Et
on va dire, sur le même principe aussi, les complexes qu'on avait obtenus de DSRM avec des oligosaccharides dans le domaine catalytique nous ont permis de mettre en évidence certains acides aminés également constituant des zones d'ancrage des chaînes en cours d'élongation, on va dire plutôt primaires, et de créer ainsi des variants enzymatiques qui perdent leur capacité à produire le dextrane de quelques dizaines de milliers de grammes par mol au profit uniquement, directement, d'oligosaccharides 100% contenant uniquement 100% de liaison alpha-1,6, donc des oligosaccharides extrêmement linéaires. Enfin, à côté de cela, notre découverte de nos enzymes de branchement nous a encouragés à explorer leur potentiel pour la glucosylation de molécules très diverses, complètement différentes, on va dire, des dextranes linéaires. Et par exemple, ces dernières années, nous nous sommes attelés à la glucosylation de flavonoïdes. Pour cela, on a pris une des enzymes de branchement que l'on a dans notre collection, pour lequel nous avions pu résoudre la structure tridimensionnelle. Et par des expériences de docking moléculaire, donc une simulation par ordinateur de l'arrimage d'un flavonoïde comme la quercétine dans le site actif, identifier les acides aminés du site actif qu'il faudrait modifier pour forcer la glucosylation. Ainsi, par exemple, grâce au modélisateur de l'équipe, on a pu identifier le rôle de 4 acides aminés dans le site actif d'une enzyme de branchement en alpha-1,2, proposer certaines mutations à effectuer pour créer ce qu'on appelle des petites librairies par ingénierie semi-rationnelle. Ensuite, créer ces variants, vérifier leur capacité à utiliser le saccharose comme substrat et ensuite, par des techniques conventionnelles analytiques, de visualiser leur capacité à glucosyler cette fameuse quercétine. On a isolé par cette approche 22 mutants qui permettaient une meilleure glucosylation de la quercétine que ce que faisait l'enzyme naturelle. Et ensuite, on a exploré la capacité de cette petite librairie à non pas glucosyler uniquement la quercétine, mais d'autres types de flavonoïdes, comme la lutéoline, la naringinine ou la maurine. Et on s'est rendu compte que ces variants, en fait, étaient assez souples. On appelle ça de la promiscuité de substrat. Et on a, par cette petite librairie en fait de 22 mutants, la capacité de glucosyler ces molécules avec des taux, on va dire des taux de conversion intéressants qui peuvent avoisiner les 60%. Dans le même ordre d'idées, dans le cadre d'un projet ANR avec l'Institut Pasteur ces dernières années, nous avons également exploré le potentiel de ces enzymes de branchement à glucosyler des motifs oligosaccharidiques très différents des dextranes naturels. Donc, il s'agissait d'un projet qui vise, à l'Institut Pasteur, le groupe de Laurence Muller, elle cherche à développer des synthèses chimio-enzymatiques de polysaccharides qui mimeraient le LPS d'une bactérie qui s'appelle Shigella flexneri et qui est responsable de maladies diarrhéiques dans les pays en voie de développement. Et on va dire la virulence de ces bactéries est portée par le motif sucre du lipopolysaccharide qui est constitué d'un motif de répétition formé de 3 unités rhamnosyl et d'une N-acétylglucosamine dans la chaîne principale, et également d'une glucosylation dont la position diffère selon les sérotypes. Et comme cette glucosylation est difficilement réalisable par voie chimique, nous avons cherché à voir si nos enzymes de branchement pouvaient la réaliser. Donc, nos collègues de l'Institut Pasteur nous ont synthétisé un tétrasaccharide constitué des 3 unités rhamnosyl et d'une N-acétylglucosamine, porteurs de groupements, on va dire, très volumineux pour permettre ensuite leur élongation par voie chimique. Et cette molécule acceptrice, en fait, nous avons testé la capacité de nos 8 enzymes de branchement à le reconnaître. En fait, on s'est rendu compte que toutes pouvaient au moins partiellement reconnaître et glucosyler cet accepteur exogène, avec BRSB étant la plus intéressante, avec un taux de conversion directement non négligeable de 30%. Mais après résolution de la structure de ce pentasaccharide, en fait, on s'est rendu compte que la glucosylation n'était pas forcément très intéressante par rapport au sérotype prévalent de la shigellose. Et nous avons donc envisagé une ingénierie semi-rationnelle à nouveau du site actif de BRSB pour forcer la glucosylation sur d'autres positions. Alors, comme la structure tridimensionnelle n'était encore pas disponible, c'est par des approches de conception assistée par ordinateur, basées sur un modèle tridimensionnel de l'enzyme que nous avons effectué ce travail. Les modélisateurs de notre équipe nous ont proposé une série minimale de 22 acides aminés particulièrement récalcitrants pour la glucosylation sur les bonnes positions. Et nous avons construit
49 variants enzymatiques contenant chacun entre 9 et 15 mutations dans le site actif. Et en ayant produit ces enzymes de manière recombinante chez Escherichia coli, on s'est rendu compte qu'en fait, ces nouvelles enzymes, elles permettaient de produire au moins 5 autres pentasaccharides différentes de celui fait par l'enzyme sauvage. Et après résolution de leur structure, en fait, on s'est rendu compte que la glucosylation pouvait avoir lieu grâce aux nouvelles enzymes ingénierées sur 6 des hydroxyles sur les 8 que le tétrasaccharide présentait au départ. Donc tout cela, en fait, montre la force de ces enzymes pour de la glucosylation à façon, que cela soit de manière naturelle ou grâce à des travaux d'ingénierie basés sur une connaissance de leur structure tridimensionnelle et de certains acides aminés en particulier. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Étienne qui va donc vous parler plutôt du troisième volet, à savoir la mise en œuvre de ces enzymes pour la synthèse de différents types de composés. Eh bien, merci Claire de me donner la main. Pour vous parler de la mise en œuvre de ces enzymes dans des réactions et de l'ingénierie des process, je vais m'appuyer essentiellement sur 2 exemples qui vont être la synthèse d'oligosaccharides à visée prébiotique et la synthèse de nouveaux surfactants à l'aide de nos enzymes. Alors, dans les 2 cas, en fait, il s'agit en fait de mettre à profit les capacités de nos enzymes à polymériser les unités de glucose les unes sur les autres, et ce, avec des capacités plus ou moins importantes, et de jouer avec les conditions pour avoir des lots de produits dont on régule à la fois la longueur et les pourcentages de liaison intérieure. On va aussi mettre à profit les capacités de l'enzyme à réaliser des réactions d'accepteurs, quand il s'agit par exemple d'introduire des branchements dans les oligosaccharides ou alors de générer des nouveaux surfactants naturels. Alors tout de suite, je vais parler de la production d'oligosaccharides et avec une première étape. La première étape de ces productions est bien sûr la production des enzymes, à la fois des glucansaccharases et des enzymes de branchement. Ces productions, on les fait par voie d'enzymes recombinantes exprimées chez Escherichia coli, avec des médias auto-inductibles et sur des durées en général de 24 heures à des températures assez faibles. Alors tout de suite, je fais une parenthèse pour vous expliquer que ces productions d'enzymes recombinantes sont quelque chose sur lequel nous avons passé du temps pour optimiser. Au départ d'expérience par plan d'expérience pour augmenter la productivité de l'enzyme directement en fermentation, et des travaux aussi de scale-up au niveau des fermenteurs, où nous avons pu passer nos productions enzymatiques de l'échelle de l'Erlen à des fermenteurs jusqu'à 2 mètres cubes, et dont les derniers développements arrivent à produire 380 000 unités par litre de culture, ce qui fait de nos productions d'enzymes recombinantes un paramètre absolument pas limitant pour la production de molécules par la suite. Donc la deuxième étape de la production d'oligosaccharides va être la synthèse en elle-même avec du saccharose. Donc nous, à notre échelle du laboratoire, nous utilisons des réactions allant du millilitre jusqu'à des volumes de 5, 6, voire 7 litres. En général, les réactions durent à peine 24 heures et on utilise le saccharose seul ou en présence d'accepteurs. Ça peut être du glucose pour faire une réaction d'accepteurs et réguler la taille des polymères qui sont produits, ou avec des oligosaccharides linéaires dans le but d'un branchement. La réaction suivante est une réaction où il convient d'arrêter l'activité enzymatique afin d'éviter des potentielles réactions parallèles, parasites dues à l'enzyme, par exemple un remodelage des oligosaccharides qu'elle aurait pu produire par sa propre activité. La prochaine étape étant une centrifugation ou une filtration sur Buchner afin d'éliminer les protéines qui auraient précipité pendant l'étape précédente de stoppage. Et s'ensuit le downstream process, à savoir que de notre milieu réactionnel, nous allons commencer par une étape d'évaporation rotative pour le concentrer afin de les envoyer dans des systèmes de purification en colonne sur résine de calcium. Il faut savoir que plusieurs cycles
de purification sur la colonne peuvent être envisagées si la pureté obtenue n'est pas suffisante. Après purification sur colonne de calcium, s'en vient une étape de lyophilisation pour obtenir à la fin le produit final. À savoir qu'il est tout à fait envisageable d'utiliser le produit final pour une nouvelle synthèse en fonction du sucre dans une nouvelle réaction d'accepteur. C'est le cas, par exemple, des réactions de branchement. Donc, au cours d'un projet de maturation INRAE, nous avons pu, donc, avec ce protocole, synthétiser 6 grands lots d'oligosaccharides à une masse de l'ordre de 50 grammes. Nous sommes allés même jusqu'à 170 grammes d'oligodextrane linéaire en utilisant la variété de nos enzymes. 2 enzymes dont Claire a parlé tout à l'heure, qui sont des oligosucrases, GSA et GSFS, et deux enzymes mutantes qui sont DSRMW624A et ASR-delta5. À noter que l'oligodextrane a été utilisé pour les réactions de branchement par BRSB pour obtenir des oligobranchés alpha 1,3 et des oligobranchés alpha 1,2 quand on utilise l'enzyme de branchement GBD-CD2. Dans la majorité des cas, les oligos que l'on a produits présentent une portée supérieure à 96% et des dp moyens assez faibles puisqu'ils sont à dp5. Hop. Il faut savoir que ces molécules, au cours d'un projet 3BK, ont été la cible de travaux d'éco-design, c'est-à-dire d'un projet visant à définir à plus bas niveau de développement le meilleur procédé qui soit profitable de manière financière et acceptable en termes environnementaux. Et ce développement d'éco-design s'est déroulé en 3 temps. Le premier temps étant la modélisation des réactions, pouvant prédire à la fois les concentrations de milieu final et les patterns de saccharides obtenus. Un deuxième temps où nous avons fait l'inventaire de tous les flux des procédés, tout en évaluant différents scénarios possibles de procédés, surtout en termes de DSP. On a vite conclu que la technologie de purification et de séchage était un bottleneck et que, par exemple, si on envisageait une purification par colonne au niveau industriel, puis par lyophilisation, l'éco énergétique serait bien plus important. Et cela nous a permis de définir plusieurs benchmarks, plusieurs scénarios, et définir celui qui serait le moins coûteux en termes environnementaux en fin de procédé. Et celui-ci a été défini comme étant celui mettant en œuvre plutôt de l'ultrafiltration. Dans un souci, comme Claire en a parlé tout à l'heure, de diversification également, nous avons mis en œuvre nos enzymes dans des cascades enzymatiques où plusieurs enzymes permettent, une première enzyme permet de produire un premier polysaccharide qui serait à son tour accepteur d'une deuxième enzyme qui permettrait d'y raccrocher un autre bloc de polysaccharides et ainsi de suite. Et on a pu comme ça produire le premier tribloc oligosaccharidique de façon enzymatique dans notre laboratoire. Et excusez-moi, j'en perds mon mot. Ce premier oligosaccharide ouvre en fait le champ à plusieurs applications possibles et surtout à des dizaines de possibilités possibles. Et on se retrouve donc avec un catalogue de oligosaccharides très vaste et encore plus vaste si on y ajoute la possibilité des possibles avec les oligos à blocs, comme dessiné ici. Par exemple, on peut envisager des blocs dextranmutane, des blocs alternanmutane, ou des blocs présentant une surface, une partie linéaire et une partie branchée. Et quoi qu'il en soit, ces oligosaccharides doivent être évalués en termes
de capacité et de propriété. C'est ce que nous avons commencé à faire en évaluant leur résistance aux enzymes digestives selon les méthodes AOC 2017-2016 qui mettent en jeu un cocktail enzymatique digestif. Et on remarque que nos oligosaccharides, à l'exception de l'oligorotérane, sont assez résistants à la digestion. Remarquez ici le gain de résistance quand on passe de l'oligolinéaire à l'oligo branché en alpha-1,3 et en alpha-1,2. L'oligomutane et l'oligorotérane présentent une résistance naturelle aux enzymes de digestion. Il nous reste tout de même à envisager beaucoup d'autres tests pour définir leurs propriétés, notamment à définir leurs propriétés d'activité prébiotique sur les microbiotes intestinaux. On envisage également d'évaluer leur activité sur le microbiote cutané et de déterminer leur activité antioxydant, la réponse immunitaire des cellules en présence de ces oligosaccharides. Et tout cela, nous sommes en mesure de le réaliser en réalisant des partenariats ou des sous-traitances avec des équipes ayant des activités dans ce sens. Et on peut aussi mettre à disposition des échantillons afin que vous puissiez, vous, utilisateurs, les essayer sur des activités finales. Donc maintenant, je passe sur le deuxième aspect qui sont les nouveaux oligosaccharides. Je vais faire un focus sur ce que sont les alkyles polyglucosides. Alors, une petite définition de l'alkyle polyglucoside, c'est une molécule qui présente une tête glucosidique reliée à un alcool gras par une liaison éther. Ils sont intéressants parce qu'ils ont des propriétés très intéressantes, tout à fait non toxiques, biodégradables. Ils ont des propriétés de surface très intéressantes et ils ne présentent pas de risque pour la peau ni les mucus. Ce qui en font des potentielles applications sympathiques en pharmaceutique, en cosmétique et dans plein d'autres formulations industrielles. Ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils sont totalement biosourcés, à savoir que généralement le glucose de la tête glucosidique vient de l'amidon et les alcools gras sont issus de la réduction des huiles grasses, des huiles végétales. Et il faut savoir que ces alkyles polyglucosides ont des propriétés qui sont très dépendantes de leur composition à la fois de la taille glucosidite et de la taille de l'alcool gras. La production industrielle des APG se fait simplement en mettant en contact l'alcool gras avec un glucose ou un sucre, un catalyseur acide de la chaleur et on obtient l'alkyl polyglucoside de façon industrielle. Néanmoins, cette réaction de Fischer est assez complexe et en fait, on a rarement des alkyles polyglucosides qui montent à un degré de polymérisation supérieur à 5 et présentent souvent un mix d'anomères alpha ou bêta ou de isomères pyranose-furanose. Ça, c'est, je vous le montre ici, par exemple. Un produit, le chromatomochrome qui est en dessous est un produit commercial issu de l'huile de copra dont nous voyons donc là le mélange d'un octylglucoside C8G1 et d'un décylglucoside C10G1 qui sont majoritairement présents dans le mélange et avec quelques pics à côté qui sont l'ensemble du reste du mélange. Globalement, la production industrielle arrive à faire des mélanges dont le degré de polymérisation moyen dépasse rarement le 2 et sont souvent compris entre 1,3 et 1,6 et à tel point que l'appellation alkyle polyglucoside est presque non valable puisqu'il s'agirait plus d'alkyle monoglucoside qu'autre chose. Et donc, une problématique se posait à nous. Y a-t-il une possibilité biologique d'augmenter significativement le degré moyen de ces APG pour en moduler les activités à convenance?
Donc, si on jette un petit coup d'œil à la littérature jusqu'à présent, ce genre de réaction mettant en jeu les alkyl-posiques et un substrat peu cher, on trouve quelques exemples utilisant les CGTases, les cyclodextrines glucanotransférases. Ces enzymes sont capables de cycliser l'amidon, mais aussi de faire des réactions de couplage, de disproportionnation et d'hydrolyse. Et dans ce cas, on met à profit la capacité des CGTases à faire des réactions de couplage. Dans les chromatogrammes sur la droite, je montre la capacité des CGTases en orange à utiliser un octylmonoglucoside comme accepteur pour le rallonger avec des cyclodextrines. On voit qu'effectivement, elle y arrive, et elle arrive à rajouter jusqu'à 8 unités glucosyles tout en enlevant alpha 4. Si on fait la même réaction avec les glucansaccharases de notre collection, on s'aperçoit que le nombre d'unités rajoutées sont bien plus importantes et que le rendement est bien meilleur également. Donc nous avons pu utiliser, donc nous montrons ici que l'utilisation de la des glucansucrases dans ce projet-là est bien meilleure que les CGTases. Et donc nous avons fait le test de rallonger les APG commerciaux avec l'ensemble de notre collection. Et je vous montre ici un peu les profils que nous avons pu obtenir avec l'ensemble de nos enzymes. On voit que, étant donné qu'on a une diversité d'activités dans cette librairie, que autant d'activités sont présentes que de profils de nouveaux APG. Il faut savoir que avec cette réaction, nous pouvons passer d'un degré de polymérisation 1 à des degrés de polymérisation très variables de 2,2 jusqu'à un degré moyen de 20, ce qui est énorme pour un APG. On peut également utiliser des glucansaccharases dans un premier temps, puis des enzymes de branchement pour augmenter encore la taille et la diversité de liaisons. Donc nous avons de nouveau un catalogue de nouveaux APG qu'il nous faut évaluer bien entendu, et ça nous allons le faire au travers certainement d'un projet de maturation de nouveau, afin d'évaluer leur toxicité, leur biodégradabilité, leurs propriétés tensioactives et leurs propriétés d'auto-assemblage, et toutes les propriétés finales que l'on pourrait imaginer. Et pour ça, on va encore fonctionner avec des mises à disposition d'échantillons certainement, et en envisageant des partenariats et des sous-traitances. Donc voilà, j'en arrive à la fin des exemples que je voulais vous présenter. Il ne me reste plus qu'à remercier un peu l'ensemble des personnes avec qui nous avons collaboré pour réaliser ces travaux. Je pense tout d'abord à Marlène, Delphine, Manon, Marion, dont les projets de thèse ont été essentiellement présentés par Claire. Je pense à Florent, qui a fait les premiers copolymères. Je pense à Maxent, qui a eu la patience de faire toutes les productions et de purifier sur la colonne. Et bien sûr, un grand merci à Magali qui gère notre équipe, et Gabi et Gia, avec qui on a des collaborations extrêmement fructueuses. Nous pensons aussi à remercier Livia Arras pour leurs travaux de LCA et de éco-design sur les oligosaccharides. Toutes nos collaborations extérieures, avec Marguerite Dolz, Catherine Fauché, Pierre Roblin, Denis Lourdin, Agnès Sabaté, Samuel Tranier, et aussi, bien entendu, les organismes financeurs que sont 3Bicard, l'ANRTWB et bien sûr l'INRAE. Nous nous tenons tout à fait à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci à vous tous. Coraline, vous avez le micro fermé.
Voilà, bon, merci, voilà, donc je recommence. Merci pour cette présentation. Et comme je disais, là, sur votre diapo de remerciement, on voit que le réseau 3 Bécart se retrouve au centre des recherches, hein, avec des collaborations avec d'autres composantes du Carnot, hein, que ce soit le SGC ou TWB. Donc, ça prouve que c'est une force de faire partie de ce réseau. Et donc, dernière petite diapo, c'est pour vous informer du coup des prochains rendez-vous de Bioeconomy What's New in Science. Donc, en septembre, nous irons plutôt du côté des pré-traitements au champ avec l'UMR phare. Et en novembre, ce sera autour de procédés innovants sur l'extraction intracellulaire de protéines, donc avec le LCA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a un peu de temps pour y répondre. Il y avait pour l'instant il n'y a pas eu de questions, donc je pense que ça a été très clair. En tout cas, pour la question sur les supports, on vous mettra à disposition le replay, donc vous pourrez revoir cette présentation. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. On a 5 minutes ou un peu plus pour y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, le système ne mord pas. Il suffit de cliquer sur Ask a New Question et normalement, la question va apparaître. Ne soyez pas timide. Bon, après, si les questions arrivent en dehors, vous pouvez aussi nous envoyer un message, hein. Voilà, tout à fait. On répondra par mail de manière individuelle s'il y a besoin. Voilà, donc écoutez, s'il n'y a pas de questions, je remercie encore nos deux intervenants du jour, donc Claire et Étienne. Et je vous donne rendez-vous le 14 septembre pour le prochain rendez-vous de Bioeconomy What's New in Science. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.